Même si le régime contrôle les bureaux de vote, contrôle et les CAM contrôlent la Cour constitutionnelle, ça ne veut absolument rien dire. Parce que dans beaucoup de pays du monde, la force du nombre a pu surmonter tout ça. Donc moi, ce que j'aimerais juste dire, c'est que en Gambie, qui n'est pas très loin de chez nous, il y avait un dictateur qui s'appelait Yaya Jammeh. Je connais. Ok, Yaya Jammeh a organisé... soigner le sida. Voilà, Yaya Jammeh... Et les CAM, c'était lui. Il a organisé son élection. Il a imprimé lui-même les bulletins de vote. Il a mis seul les agents électoraux dans les bureaux de vote. Et il a mis que les militaires. Ok? Mais il a perdu. Moi, je dis toujours qu'il faut juste avoir une masse critique. Et quand cette masse critique se décide, elle sort, elle dit voilà ce qui va se passer. Quand 60% de la population camerounaise est dehors, même si ce sont des généraux d'armée qui sont présents des bureaux de vote, ils ne pourront pas changer cela. Lorsqu'un acteur politique de premier plan, comme Joshua Ozzie, affirme que le contrôle du processus électoral par un régime autoritaire n'est pas un problème en soi, cela suscite naturellement un débat profond sur la nature du pouvoir, la démocratie et les conditions réelles d'un changement politique dans des États comme le Cameroun. Son propos, aussi optimiste qu'il puisse paraître, mérite une analyse rigoureuse, à la fois sur le plan théorique et dans la perspective empirique que l'histoire politique récente de l'Afrique et du Cameroun en particulier nous offre. Il ne s'agit pas ici de rejeter d'emblée la vision exprimée, ni d'en faire l'apologie aveugle. Il s'agit de la confronter à la réalité, de l'éprouver, de l'étirer jusqu'à ses limites, pour voir si, dans le contexte spécifique du Cameroun, elle peut véritablement porter l'espoir d'une transformation politique crédible. La première affirmation centrale dans les propos de Joshua Ozzie est que le contrôle de l'appareil électoral par un régime ne constitue pas un obstacle infranchissable à l'alternance. Selon lui, l'histoire démontre que même dans des contextes où les élections sont organisées, supervisées et comptabilisées par les régimes en place, une mobilisation populaire massive peut triompher. À première vue, cette thèse n'est pas sans fondement. Des exemples comme celui de la Gambie avec Yaya Jammeh ou même d'autres pays africains comme le Zimbabwe à certaines périodes ou plus récemment le Malawi semblent illustrer ce propos. Toutefois, il serait intellectuellement malhonnête de transposer ces exemples sans les soumettre à une lecture comparative rigoureuse avec le cas camerounais. Le contexte politique de la Gambie au moment du départ de Yaya Jammeh différait sensiblement de celui du Cameroun aujourd'hui. Yaya Jammeh, bien que dictateur pendant 2 décennies, n'avait pas réussi à instaurer un appareil institutionnel aussi rigide et verrouillé que celui de Paul Biya. Le régime gambien, bien qu'autoritaire, n'avait pas le même niveau de sophistication en matière de contrôle bureaucratique, militaire et clientéliste que celui camerounais. Il est également crucial de noter que Jammeh a été contraint de céder le pouvoir non pas simplement en raison de la pression populaire, mais surtout grâce à l'intervention décisive de la CEDEAO, qui avait menacé d'une intervention militaire. Le rôle des organisations régionales dans la garantie des processus démocratiques reste donc central, et à cet égard, le Cameroun, n'étant pas membre de la CEDEAO, n'est pas placé sous la même tutelle régionale en matière de gouvernance. En outre, Joshua Ozzie évoque la notion de masse critique comme facteur déterminant dans un éventuel changement politique. Là encore, l'idée mérite attention. Dans de nombreuses luttes sociales et politiques, la mobilisation d'une masse critique, c'est-à-dire d'un nombre suffisant de citoyens capables de peser par leur présence physique et leur détermination, a permis de bousculer des régimes jusque-là perçus comme indéboulonnables. L'idée selon laquelle 60% de la population camerounaise dehors rendrait tout contrôle militaire ou institutionnel caduque est séduisante sur le plan symbolique. Mais elle appelle à une interrogation plus sérieuse sur la sociologie du pouvoir et la psychologie de la peur dans les États autoritaires. Il convient de rappeler que dans les régimes autoritaires, la coercition physique et symbolique ne repose pas uniquement sur la présence militaire. Elle s'appuie aussi sur un réseau complexe de contrôle de l'information, de conditionnement social, de répression ciblée et surtout de fragmentation de l'opposition. Au Cameroun, le régime de Paul Biya a su perfectionner l'art de la division politique, en atomisant l'opposition, en cooptant des figures dissidentes, en instrumentalisant la justice et les institutions républicaines pour neutraliser les voies alternatives. Dans ce contexte, espérer une mobilisation de 60% de la population dehors sans une infrastructure organisationnelle solide, un projet politique unificateur et une stratégie de protection de cette mobilisation relève plus du vœu pieux que d'une perspective réaliste. Il faut également questionner la relation entre le pouvoir militaire et le pouvoir civil au Cameroun. Lorsque Joshua Ozzie affirme que même si ce sont des généraux d'armée qui sont présents dans les bureaux de vote, ils ne pourront pas changer cela,
Il semble sous-estimer l'impact psychologique et stratégique que l'armée peut exercer sur le déroulement des élections et sur la population elle-même. Les militaires, dans les États autoritaires, ne sont pas de simples observateurs ou des agents passifs. Ils sont souvent des acteurs politiques à part entière, intégrés dans des réseaux d'allégeance au régime, et parfois même récompensés personnellement pour leur loyauté. Il serait donc naïf de croire que leur seule présence dans les bureaux de vote ne servirait à rien face à une mobilisation populaire. Il est important de noter que les systèmes autoritaires, à l'instar de celui de Yaoundé, ne se contentent pas de contrôler les élections de manière technique ou logistique. Leur emprise est systémique. Elle s'inscrit dans une architecture étatique profondément enracinée où chaque levier administratif, judiciaire, médiatique, sécuritaire fonctionne comme un maillon d'une chaîne soigneusement pensée pour empêcher toute dynamique de rupture. Ainsi, le contrôle des bureaux de vote n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière cette façade se trouvent des mécanismes beaucoup plus insidieux: intimidation des électeurs, achat de conscience, manipulation des listes électorales et surtout l'usage massif de la propagande d'État. Ce dernier point mérite une attention particulière. Au Cameroun, la télévision nationale, la radio d'État, les journaux financés par le pouvoir et une partie du clergé servent de courroie de transmission du discours officiel. Ils jouent un rôle fondamental dans la fabrication du consentement, en diffusant l'idée que Paul Biya est le garant de la stabilité, de l'ordre et de la paix. Dans ce contexte, même si une masse critique se forme, elle évolue dans un environnement informationnel dominé, biaisé et souvent hostile à l'émergence de récits alternatifs. Dès lors, croire que la simple volonté populaire, aussi massive soit-elle, suffirait à renverser pacifiquement le rapport de force électorale relève d'un idéalisme qui mérite d'être sérieusement tempéré. Un autre aspect que Joshua Ozee semble négliger dans son raisonnement, c'est la question de la temporalité du pouvoir. Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis plus de 40 ans. Ce n'est pas uniquement une longévité politique. C'est un temps long au cours duquel des générations entières ont été socialisées à la peur, à la résignation, à l'inaction. La force du régime réside justement dans cette capacité à avoir façonné un imaginaire collectif où le changement apparaît soit comme un danger, soit comme un mythe inaccessible. Une telle construction psychologique ne se défait pas par une simple poussée de masse. Elle exige un travail de fond, lent, méthodique, de reconfiguration des représentations et de réappropriation citoyenne du politique. Par ailleurs, il est essentiel d'analyser le profil même de ceux que l'on suppose constituer cette fameuse masse critique. Qui sont-ils? Où sont-ils? Sont-ils politiquement conscients, organisés, résolus à affronter les risques inhérents à une mobilisation dans un État sécuritaire? La vérité, souvent dérangeante, est que le tissu social camerounais est profondément fragmenté, notamment sur des lignes ethniques, linguistiques, régionales et générationnelles. Cette fragmentation a été habilement entretenue par le régime, qui a compris que pour survivre, il ne suffisait pas de réprimer, mais aussi de diviser. Dans ces conditions, l'idée qu'un peuple, aussi nombreux soit-il, puisse se lever comme un seul homme est difficile à envisager sans un travail préalable de réconciliation, d'éducation civique et de construction d'un imaginaire commun. Ce travail ne se limite pas au discours. Il implique une présence de terrain, une implantation durable des partis politiques dans les villages, les quartiers, les lieux de vie. Il nécessite aussi des ressources humaines, matérielles, financières. Or, au Cameroun, l'opposition souffre cruellement de ces ressources. Non seulement les financements publics sont inégalement répartis, mais de surcroît, la majorité des partis d'opposition fonctionnent autour de figures individuelles, sans structure solide ni appareils autonomes. Dans un tel contexte, l'idée d'un renversement démocratique par la seule masse critique se heurte à une réalité implacable. Sans organisation, sans stratégie, sans relais locaux, la foule peut se disperser aussi vite qu'elle s'est formée. Il faut également se pencher sur le rôle de la diaspora, souvent perçue comme un levier potentiel du changement. Bien qu'elle soit active, mobilisée et politiquement engagée, la diaspora camerounaise reste structurellement exclue du processus électoral par des dispositifs techniques, difficultés d'inscription, éloignement des centres de vote, bureaucratie décourageante, mais aussi politique. Le régime sait que cette partie de la population est majoritairement hostile à son maintien au pouvoir et n'a aucun intérêt à lui faciliter l'expression de son vote. En négligeant cet aspect, Ozee donne l'impression que le potentiel électoral du peuple peut s'exprimer librement, ce qui est loin d'être le cas dans la réalité. Un autre point crucial de l'analyse est la Cour constitutionnelle. Ozee reconnaît que cette institution est sous contrôle du régime, mais il affirme que cela ne change rien tant que le peuple se mobilise. Là encore, cette affirmation repose sur une logique contestable. La Cour constitutionnelle est l'organe suprême qui valide ou invalide les résultats des élections. En d'autres termes, elle peut légaliser la fraude,
entériner les manipulations et donner une légitimité juridique à ce qui serait une victoire usurpée. Même avec une forte mobilisation populaire, si l'appareil institutionnel est verrouillé, les résultats peuvent être détournés sans difficulté. Il suffit de regarder le cas du Gabon ou du Togo, où les processus électoraux ont été systématiquement contestés sans qu'aucune transition politique ne se produise, malgré les protestations populaires. Il convient aussi de considérer le facteur du temps électoral lui-même. Le calendrier électoral est fixé par le pouvoir, les conditions de campagne sont biaisées dès le départ, les observateurs internationaux sont soigneusement sélectionnés et l'environnement médiatique est contrôlé. Dans ces conditions, toute mobilisation populaire doit composer avec un temps politique imposé, qui ne laisse souvent pas assez d'espace pour une dynamique ascendante. Les campagnes de terrain sont écourtées, les meetings interdits ou perturbés, les leaders harcelés et les militants intimidés. Ainsi, l'espace démocratique dans lequel une masse critique pourrait se constituer est constamment étouffé. Enfin, il est indispensable de poser une question fondamentale. Que se passe-t-il après la mobilisation? Admettons même qu'une masse critique se lève, vote en masse, et exprime sans ambiguïté sa volonté de changement. Que se passe-t-il ensuite, si le régime refuse de reconnaître sa défaite? Le scénario gambien, que cite Ozy, ne peut être reproduit sans une pression régionale ou internationale forte. Or, le Cameroun, par son positionnement géopolitique, bénéficie d'une certaine complaisance de la part de ses partenaires extérieurs. Tant que le pays reste stable et que ses intérêts stratégiques sont préservés, il y a peu de chances que la communauté internationale se mobilise fermement contre un détournement du processus électoral. L'histoire récente nous montre que les grandes puissances, lorsqu'elles doivent choisir entre la démocratie et la stabilité, choisissent presque toujours la stabilité.